痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va rétablir quelques vérités sur le personnage de Naruto. Alors Naruto, il y a 1000 axes de lecture et d'analyse possibles. Moi je vais plutôt m'intéresser aux messages véhiculés par le personnage de Naruto parce que vous allez le voir, il y a des trucs vraiment compliqués. En fait, Naruto est un personnage qui véhicule certains messages dans la partie 1 mais qui sont fortement atténués, voire effacés au fur et à mesure que la série avance. Le principal exemple qui me vient en tête, c'est sa condition de raté. Naruto nous est présenté comme un raté dès l'épisode 1. Premier épisode ou premier chapitre, l'idée est que Naruto est un raté. Ce raté rêve de devenir Hokage, donc l'homme le plus important du village. Décider de faire de Naruto un raté sert à nous montrer qu'il part de très loin, mais qu'avec suffisamment d'efforts et d'abnégation, tout est possible. Je dirais même plus, rien n'est impossible. Naruto le raté se destine à devenir Naruto le boss en travaillant dur. Sauf qu'en vérité, Naruto est-il réellement un raté? Très honnêtement, je ne pense pas. Je vais même aller plus loin, je pense que Naruto est naturellement un ninja très compétent. Vous allez comprendre. En fait, on a très rapidement dans l'œuvre une opposition entre les ratés et les génies. On qualifie la valeur de chacun via son appartenance à l'une de ces deux catégories. Si tu es un raté, on te discrédite, si tu es un génie, on t'admire. Mais pour vous expliquer pourquoi je considère Naruto plus proche de la catégorie des génies que des ratés, je vais devoir vous définir ce qu'est un raté et ce qu'est un génie. Le terme génie peut être défini de différentes façons via les différents courants philosophiques, sociologiques, artistiques, bref, ça peut vouloir dire beaucoup. Pourtant, au sens de ce qui a été montré dans l'œuvre, un génie fait majoritairement référence à la capacité d'apprentissage. Plus facilement on apprend, plus nous sommes considérés comme un génie. Mais cette facilité se traduit par deux choses. Facile dans le sens où on va y arriver rapidement, et facile dans le sens où on saura naturellement comment aborder l'apprentissage de quelque chose. D'ailleurs, ces deux données sont complémentaires. Exemple, personnage A est qualifié de génie, personnage B est qualifié de raté. Si je leur apprends quelque chose comme marcher sur l'eau, le personnage A va apprendre plus vite que personnage B. Il va mettre moins de temps à capter comment faire, et il va naturellement savoir comment faire pour réussir. Du moins, il aura plus de chances de comprendre comment faire que le raté. Un génie au sens Naruto-esque est donc un personnage dont l'apprentissage est plus facile. Kakashi apprendra une technique bien plus facilement que Shoji, et le résultat sera bien meilleur. Kakashi est un génie, pas Shoji. Maintenant, qu'entend-on par raté? Un raté n'est pas strictement l'inverse d'un génie. Un raté ne fait pas forcément référence à quelqu'un qui apprend lentement. En fait, il y a deux types de ratés. Le raté naturel, donc celui qui est mauvais dans sa nature, et le raté qui est jugé uniquement par ses résultats. Si on ne regarde que les résultats, Shikamaru est un raté. Sauf que dans les faits, ses résultats aux examens sont faussés par son caractère. Et je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Naruto est un raté dans ses résultats parce que son histoire l'obligeait à l'être. Pour rappel, Naruto était exclu de tous à cause de Kyuubi. Le fait qu'il soit exclu de tous l'a poussé à attirer leur attention. Et comment faire quand tu n'es qu'un gosse qui va à l'école ? Bah tu fais des bêtises. Il n'a jamais pris les études au sérieux, il s'en foutait complètement. Son but était de faire rire ses camarades pour provoquer une réaction positive et non juste une réaction d'exclusion. Naruto a donc choisi de saboter son apprentissage pour une cause différente. Maintenant, qu'en est-il de sa réelle capacité d'apprentissage? Bah on a quand même des éléments assez intéressants. Littéralement au chapitre 1, Naruto a été capable d'apprendre en 2-2 une technique aussi complexe que le multiclonage. Je vous rappelle également que Naruto ne maîtrisait même pas la technique de dédoublement et que le soir même il pouvait créer 1000 clones. Et comment il a fait pour passer du gamin incapable d'utiliser correctement une technique de rang E à un gamin capable de créer 1000 clones en un instant? Il a travaillé. Naruto a passé du temps à essayer et il a appris, chose qu'il n'avait jamais fait avant. À ce moment-là, personne ne peut considérer Naruto comme un raté dans le sens raté naturel. On se rend bien compte que Naruto, s'il est considéré comme un raté, c'est à cause d'éléments extérieurs à ses propres compétences de base. Il n'a jamais cherché à apprendre le dédoublement, donc il n'y arrivait pas. Il a cherché à apprendre le multiclonage et il a réussi. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la complexité de l'apprentissage de cette technique. Genre, on ne sait pas si un génie aurait réussi à apprendre aussi vite et si un raté aurait mis 2 semaines de plus. Par contre, on a d'autres éléments. Naruto et Sasuke qui apprennent à courir sur les arbres. Évidemment, toute la scène montre Sasuke un cran au-dessus de Naruto qui part vraiment de tout en bas. Sauf que Sasuke est un génie de l'académie, premier dans toutes les matières et qui maîtrise déjà des jutsu avancés. Naruto, lui, s'est mis sérieusement au boulot quelques chapitres plus tôt seulement. Naruto et Sasuke ont commencé avec 2 niveaux totalement différents. Et pourtant, il s'est passé quoi? Naruto et Sasuke étaient limite au coude à coude dans l'apprentissage de cette compétence. À la fin, Sasuke est évidemment montré au-dessus, mais Naruto a pris cette même capacité quasiment aussi vite. Et je le répète encore une fois, mais on parle d'un gamin qui n'a aucune maîtrise de son chakra dans un exercice où justement la maîtrise du chakra est essentielle. Il partait avec un sacré handicap.
Et d'ailleurs, toute la dynamique Naruto-Sasuke reposait sur la progression fulgurante de Naruto. Sasuke ne supportait pas que Naruto progresse plus vite que lui, parce que tout indique que Sasuke lui est supérieur dans l'arc Zabuza. Dans la première partie de l'examen Chunin, il l'est toujours, mais l'écart s'est réduit. Et pendant la deuxième partie, Sasuke a carrément douté. Il a pété un câble sur le toit de l'hôpital parce qu'il pensait justement que Naruto l'avait surpassé. Il n'a pas compris comment un raté peut rattraper un génie alors que normalement leur vitesse d'apprentissage aurait dû creuser un écart. Au fur et à mesure, Naruto a non seulement rattrapé Sasuke, mais il l'a dépassé. La vitesse d'apprentissage de Naruto était clairement plus rapide que celle de Sasuke. Et à votre avis, pourquoi ? En fait, j'ai deux interprétations. La première est que Naruto a finalement commencé à apprendre les bases, à savoir la maîtrise du chakra. Kakashi et surtout Jiraiya l'ont entraîné à mieux maîtriser son chakra pour exploiter au mieux ses capacités. Comme dirait Orelsan, Naruto n'avait pas les bases et il les a eues par la suite. Le bond de puissance a donc été visible. Et la deuxième interprétation est sa capacité à pouvoir s'entraîner plus que les autres grâce à Kyuubi et à son sang Uzumaki. Ça, vous voyez, on va également en parler dans le point suivant. Ici, Naruto progresse plus vite que Sasuke par exemple parce qu'il serait capable de faire plus en un temps donné. Reprenons l'apprentissage de la course sur arbre. Naruto et Sasuke étaient au coude à coude, mais Naruto aurait pu prendre moins de pause que Sasuke qui lui devait recharger ses batteries. Naruto, à cause de son chakra colossal et de la régénération de Kyuubi, pouvait faire plus de tentatives. Par conséquent, c'est comme si Naruto avait plus de temps. Au lieu de faire 500 tentatives réparties sur une semaine, il a fait 500 tentatives en une journée. Toute l'expérience qu'il a accumulée sur une semaine a été accumulée en une journée, d'où le fait qu'il pouvait suivre le rythme de Sasuke qui lui avait un rythme normal de tentatives. Mais cette deuxième interprétation est moins pertinente selon moi dans un univers comme Naruto. Chacun part avec ses avantages et ses freins à l'apprentissage et il doit faire avec. Naruto a une endurance quasi inépuisable, mais sa maîtrise naturelle des arts ninja n'est pas folle. Sakura n'a pas de capacité fumée, mais elle a une maîtrise folle de son chakra. Bref, on compose avec ce qu'on a. En fait, le fait que Naruto soit considéré comme un raté est ce qui fait que certains messages véhiculés ont un impact fort. Déjà, on a la partie devenir un ninja exceptionnel du calibre d'un Hokage voire plus, tout en partant du plus bas possible. Ça, vous voyez, ça nous raconte quoi? Quel est le message qui nous est passé via cet axe de lecture? Je vais vous expliquer tout ça en vous racontant une histoire avec deux personnages différents, mais dont le but est le même. Dans cette histoire, le personnage principal a pour objectif de devenir super riche, genre il veut gagner 1 million d'euros avant la fin de la série. L'objectif serait donc de tout mettre en œuvre pour passer dans le club des millionnaires. Et c'est là que les histoires vont changer. Personnage A est super pauvre, il ne vient pas d'une famille riche, il n'a pas le niveau pour gagner de l'argent. Avant toute chose, il va devoir travailler comme une bête pour se former, faire ses premiers euros et gravir les échelons pour aller atteindre petit à petit le million. Personnage B nous est présenté pareil de base, genre un mec qui n'a aucun attribut pour les affaires et qui n'a aucun avantage social. Et puis, plus la série va avancer, plus on va se rendre compte qu'il est naturellement bon dans les affaires et qu'il a des éléments de son patrimoine qui vont l'aider dans sa quête. Par exemple, il a un nom prestigieux qui fait que des gens de la haute société vont s'intéresser à lui. Personnage A va devoir bosser comme personne pour atteindre son objectif, là où personnage B devra travailler dur, mais lui aura des avantages. À votre avis, quel personnage parmi ces deux-là transmet le plus de valeurs positives? Celui qui doit tout faire de zéro ou celui qui démarre avec une longueur d'avance? Non, en vrai, pas besoin de répondre, on le sait tous. Et je pense que vous avez compris que c'était plus ou moins une retranscription du scénario de Naruto. Naruto était censé être le raté absolu. Malgré sa condition de raté, il voulait devenir le plus grand des Hokage, donc les mecs les plus respectés du village. En commençant depuis le bas de l'échelle, il fallait y voir un message. Peu importe à quel point vous partez de loin, rien n'est impossible à celui qui a la volonté de s'en sortir. Aucun rêve n'est inatteignable pour celui qui croit dur comme fer en lui et qui se donne les moyens de réussir. J'ai volontairement pris l'exemple de l'argent vu que c'est largement considéré comme l'un des vecteurs de la réussite sociale. Vous avez forcément déjà entendu des gens dire « Moi, je viens d'une famille pauvre et pourtant je m'en suis bien sorti ». Traduction, je partais de loin et avec mes efforts j'ai pu atteindre mon objectif. Je me considère donc comme une source d'inspiration pour devoir vous rappeler mon parcours. Sauf que ça, on peut le visualiser via un schéma avec deux échelles. Vous allez voir, c'est facile à comprendre. L'échelle de gauche présente votre statut social actuel, votre patrimoine actuel, peu importe. Ça représente où vous en êtes, de où vous allez démarrer dans la vie. L'échelle de droite représente votre objectif. 0 c'est tout en bas, ça représente le fond du panier. 10 c'est tout en haut et ça représente la réussite absolue. Les chiffres d'avant représentent les différents degrés de réussite. Plus vous êtes haut, plus vous avez réussi votre objectif. Voilà comment ça fonctionne. Si votre patrimoine est de 500 000 euros et que votre objectif est d'atteindre le million, l'échelle de gauche sera un bon 7 sur 8 parce qu'avec 500 000 euros de patrimoine, vous avez un sacré atout pour doubler votre somme. Votre objectif est donc le 10. En partant de 7 ou 8, la concrétisation de votre objectif sera honorable, mais pas forcément super inspirante. Eh bien Naruto partait lui de littéralement 0 et son objectif était le 10. Il voulait faire l'ascension de l'extrême bas vers l'extrême haut en s'extirpant totalement de sa condition de raté. Ce Naruto qui nous a été promis aurait été la plus grande source d'inspiration possible. Un mec qui n'avait aucun avantage, qui ne partait avec littéralement rien, capable de réaliser l'impossible. Ça inspire. Ça nous ferait relativiser sur nos vies. Peut-être qu'on ne vient pas d'une classe sociale élevée, mais c'est pas pire que Naruto qui est un orphelin détesté de 99% de son village pour des raisons obscures. Peut-être que notre rêve est inatteignable, mais pas aussi inatteignable que de devenir Hokage en étant le dernier des ratés. Bref, Naruto
Naruto, de par son aura de raté, était censé nous inspirer. Mais plus la série avançait, plus on s'est rendu compte que c'était pas réellement un raté. Ce mec progresse carrément plus vite que Sasuke. Et qu'on me dise pas, oui, mais tu vois, Naruto doit protéger ses potes et quand c'est le cas, il devient aussi fort qu'il en a besoin. C'est grâce à ses potes qu'il progresse, pas grâce à son talent. Sauf que Naruto devient plus fort au fur et à mesure de la série en s'entraînant. Il a des boosts à cause du scénario, on est d'accord, mais la majorité du temps, c'est grâce à ses entraînements. En un mois, il passe de personnage qui se fait exterminer par Lee à un ninja capable de se battre avec Neji. Et pendant ce mois, il a surtout appris à contrôler son chakra. Il a réussi à apprendre le Rasengan en une semaine alors que ça semblait impossible pour Tsunade, l'un des ninjas légendaires connus pour sa maîtrise folle du chakra. Faut se rendre à l'évidence, Naruto ne progresse pas lentement. Il progresse même carrément vite. Là, je peux vraiment pas considérer Naruto comme un raté. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un génie, mais si je devais le placer dans l'une de ces deux catégories, je trouve qu'il appartient plus au génie qu'au raté. Et le fait que Naruto ne soit pas réellement un raté vient atténuer l'impact de certains moments clés de l'œuvre. Je ne vais pas tout citer évidemment, mais ne serait-ce que le premier véritable moment où on oppose un raté et un génie. Reprenons le combat Naruto-Neji. Quel était l'intérêt de ce match? Une idée a été apportée par Rock Lee qui disait qu'avec des efforts, un raté peut surpasser un génie. Le génie part avec un giga avantage, mais si le raté s'entraîne suffisamment dur, il va pouvoir le rattraper et fatalement le surpasser. On avait déjà l'opposition Rock Lee-Neji. Neji est le génie absolu, capable de rendre ridicule la branche principale de son clan en ayant tout appris tout seul. Rock Lee, lui, est incapable d'utiliser les arts ninja en dehors du taijutsu. Il a dû donc tout miser sur le corps à corps pour devenir un ninja. Pour Rock Lee, s'il s'entraîne assez dur, il sera capable de surpasser son rival. Et finalement, c'est pareil avec Naruto. Il veut surpasser Sasuke et on a ce rapport raté-génie qui se déroule sous nos yeux. Faire donc opposer Naruto le raté à Neji le génie était intéressant. Le message final de ce match était que Naruto le raté a pu vaincre Neji le génie. Un raté à force de travail a pu vaincre un génie. Sauf que si Naruto n'est pas un raté, c'est quoi le message? Un génie peut se faire battre par un mec lambda? Et encore, mec lambda discrédite beaucoup le personnage de Naruto. Mais bref, reprenez mon schéma avec les échelles. Naruto partait de 0 et il voulait atteindre Neji, donc un bon 8 à ce moment de la série. Si Naruto partait de 6 ou 7, l'impact serait moindre. Ce ne serait pas aussi inspirant que si Naruto avait réellement été un raté et qu'il serait parti de 0. Le fait que Naruto arrive à vaincre Neji est inspirant sur deux aspects. Parce que le raté peut triompher d'un génie et parce qu'on est capable d'échapper à son destin. C'est d'ailleurs le point suivant, mais je finis ça avant. En fait, je suis parfaitement conscient que certains d'entre vous vont considérer mon analyse faussée parce que je pars du postulat que Naruto est plus un génie qu'un raté. Mais si le raté est un 0 et le génie est un 10, je dirais que Naruto est un 7. Ce n'est pas un génie naturel, mais il a la capacité de progresser vite quand il est motivé, pas forcément uniquement avec des boosts mentaux. Faut juste voir que Naruto a réussi à maîtriser parfaitement le mode ermite en très peu de temps, alors que même Minato, l'un des plus grands génies de l'histoire, n'a pas pu aller aussi loin. Bref, j'arrive pas à considérer Naruto comme un raté. Peut-être qu'on a tous mal compris son intention. Peut-être que le message sous-jacent était que les génies et les ratés n'existent pas. Un raté n'est un raté que parce qu'il n'a pas trouvé de motivation. Naruto est un raté de base parce qu'il ne cherchait pas à progresser. Quand il a démarré sa rivalité avec Sasuke, il avait un but à atteindre et sa puissance a été démultipliée. Alors qu'un génie ne serait un génie que parce qu'il aurait quelques facilités mais rien d'insurmontable. À aucun moment dans l'œuvre on a vu un personnage ne jamais s'entraîner et être une machine. Sasuke, Neji, Kakashi, c'est que des ninjas qui ont une longueur d'avance mais qui ont dû travailler dur pour devenir fort. La barrière raté-génie serait donc extrêmement infime et Naruto ne serait ni un raté ni un génie. Ce serait juste un personnage n'ayant pas trouvé sa motivation dans un premier temps, puis un ninja avec un but à atteindre. Ça ferait un beau message en vrai. Genre, vous n'êtes pas nul en maths et votre voisin n'est pas un génie. Il a juste plus de facilité, mais on ne va pas jusqu'à dire que c'est un génie. Et si vous apprenez mieux, pas plus mais mieux, alors vous pourrez le rattraper. Et très sincèrement, je pense que l'auteur s'est un petit peu perdu avec cette opposition raté-génie et s'est laissé aller à de la facilité scénaristique. Mais bref, Naruto traite également du thème du destin, mais là encore, il y a 2-3 petits éléments un petit peu controversés. On va reprendre le combat Naruto-Neji. Neji soutenait haut et fort qu'un raté est conditionné à être un raté dès la naissance et que son destin est immuable. Un génie suit le même parcours. S'il est destiné à être un génie, c'est à la naissance que ça va se révéler. Par conséquent, dans sa tête, Naruto est un raté et lui c'est un génie. Le génie est au-dessus du raté, donc Neji est supérieur à Naruto et ce depuis la naissance. En réussissant à vaincre un génie, Naruto, donc un raté, aurait prouvé que le destin n'existe pas. Si un raté ne peut pas surpasser un génie, comment ça se fait que Neji soit fait battre? Et vous voyez, c'est ça qui était beau. Naruto l'a fait parce que le destin n'existe pas. Il a beau être né raté, rien ne l'empêchait de surpasser un génie avec des efforts et de l'acharnement. Son destin était d'être inférieur à Neji et il ne l'a pas accepté. Pour lui, c'était pas une fatalité, donc il a décidé de changer son destin, prouvant ainsi que le concept de destin n'existe pas. Et autant ce combat fait partie de mes combats préférés de l'œuvre, autant c'est peut-être celui qui me pose le plus de problèmes. Déjà, j'ai passé une bonne partie de la vidéo à essayer de démontrer que Naruto n'est pas réellement un raté. Au mieux, c'est un ninja lambda, genre qui ne va pas forcément être en dessous ou au-dessus de la moyenne. Le fait que ce soit pas réellement un raté minimise certains messages véhiculés dans ce combat. Naruto était censé démontrer qu'un raté peut surpasser un génie et que le destin n'existe pas. Mais pour moi, tout est détruit à cause de Naruto. Naruto n'est pas un raté, donc le message n'a plus le même poids.
Et concernant le destin, je vais marcher un peu sur des œufs. Le destin dans Naruto est un sujet qui mériterait sa propre vidéo tellement il y aurait de choses à dire. Mais je vais effleurer la surface ici. Le destin peut être défini de plein de façons différentes. Dans certaines croyances, le destin peut être considéré comme une série d'événements inévitables et inchangeables, alors que dans d'autres, il peut être perçu comme quelque chose qui peut être influencé par nos actions et nos décisions. Très prosaïquement, le destin peut signifier que certains événements de la vie d'un individu ou du monde en général sont prédéterminés, inévitables ou simplement préordonnés. Cela peut être vu comme un cours inéluctable des événements qui façonnent la vie d'une personne ou de l'humanité dans son ensemble. Et là, peut-être que vous avez anticipé ce qui va être dit. Naruto a eu de la chance dans son malheur. Faut comprendre qu'il est né en tant qu'Uzumaki et qu'il possède le démon à queue le plus puissant. D'ailleurs, Minato a créé le sceau pour laisser passer un petit peu de chakra de Kyuubi pour que Naruto puisse l'utiliser. J'ai dit il y a quelques instants qu'un ninja compose avec ses attributs. Les membres du clan Aburame utilisent des insectes comme arme ninja. On va pas dire oui, mais ils ne sont puissants que parce qu'ils viennent du clan Aburame. C'est évident. Mais chaque membre de chaque clan a reçu des pouvoirs de manière proportionnée. Naruto a reçu des pouvoirs démesurés dès la naissance. Son chakra Uzumaki lui confère une force vitale et une réserve de chakra incomparable avec le commun des mortels. Et en plus de ça, il a un démon à queue dans le bide. Ce démon lui confère une accélération de récupération de son chakra et un accroissement de sa récupération de santé. Naruto récupère archi vite même quand il est aux portes de la mort. Ça a été montré 1000 fois. Et ce n'est qu'une compétence passive. C'est-à-dire que Naruto n'active pas cette capacité, elle agit en continu. Naruto, naturellement, récupère bien plus vite que les autres. Mais dès lors qu'il utilise le chakra de Kyuubi, même très partiellement, il surpasse n'importe qui. Naruto a pu régénérer son poumon en quelques instants. Son poumon. C'est pas normal. Et quand il utilise le chakra de Kyuubi pour se booster, il devient plus fort et plus rapide que son adversaire. Et je parle même pas du mode KCM ou quand Kyuubi prend le dessus. Là je parle vraiment du peu de chakra qu'il peut prendre à Kyuubi via le sceau. Naruto ne récupère qu'un fragment du pouvoir de Kyuubi et il soulève des mamans. Mais bref, pourquoi c'est grave? Eh bien en fait, vous vous souvenez de tout mon monologue sur le fait que Naruto est censé nous inspirer? Naruto, avec ses efforts et son abnégation, nous démontre une idée simple. Rien n'est impossible à celui qui se donne à fond. Peu importe à quel point une situation est désespérée ou impossible à résoudre, si vous bossez dur, vous pourrez surmonter toutes les difficultés. Ce message doit se prendre en tant qu'élément narratif, mais également comme une leçon de vie. Naruto part de bien plus bas que nous et il souhaite atteindre des sommets que nous ne pouvons même pas imaginer. Son ascension est sans conteste bien plus folle que la nôtre. Si lui y arrive grâce à ses efforts malgré tous les coups qu'il a pris dans la vie, c'est quoi notre excuse? Bah on n'en a pas. Donc on arrête de se plaindre, on arrête de voir le verre à moitié vide et on se bouge les fesses pour atteindre nos objectifs. C'est un message ultra positif. Mais malheureusement, le fait que Naruto soit aussi bien armé dès le début minimise ses efforts et par extension les messages véhiculés. Il y a plein d'exemples à travers toute l'œuvre, donc n'hésitez pas à demander, mais là je vais surtout repartir sur le combat Naruto-Neji. Alors oui, je sais, je m'acharne un petit peu sur ce combat, mais il représente parfaitement tous mes propos, et je vous rappelle dans tous les cas que c'est un de mes combats préférés. Bref, pendant le combat Naruto-Neji, Naruto était l'outsider qui devait terrasser le champion. Mais si on regarde le match de plus près, Naruto a-t-il réellement vaincu Neji? Parce que quand je relis le combat, je vois Neji foudroyer Naruto dans tous les sens sans forcer. Très tôt dans le match, Neji lui ferme ses Tenketsu et Naruto ne pouvait plus se battre. Ce n'est que parce qu'il possède Kyuubi qu'il a pu les rouvrir de force et continuer le combat. Parce que sans Tenketsu, pas possible de faire circuler chakra, donc impossible d'utiliser ses techniques ou de se booster physiquement. À ce moment-là, le combat était théoriquement terminé. Mais Naruto a eu la chance d'avoir le chakra de Kyuubi qui pouvait, comme de par hasard, rouvrir des Tenketsu fermés. Alors, avant d'aller plus loin, faut que je désamorce quelque chose. Dans cette vidéo, on se moque totalement de la puissance de chacun. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le message envoyé au lecteur. Naruto a effectivement battu Neji en utilisant tous les moyens à sa disposition. Il possède Kyuubi en lui, donc ça aurait été stupide de ne pas l'utiliser. Si on doit faire un débat de puissance, on est obligé de considérer Naruto au-dessus de Neji. J'en suis conscient et je l'accepte volontiers. Mais vous vous rendez compte que ça vide de sens la victoire de Naruto? Naruto est censé représenter la personne qui fait face à une difficulté, à un obstacle ou à un mur insurmontable. Neji, lui, est censé représenter ce mur insurmontable. Si Naruto arrive à vaincre Neji, ça veut dire que surmonter les difficultés, aussi importantes soient-elles, c'est pas impossible. Mais en faisant en sorte que Naruto possède de base des pouvoirs cheatés, ça casse tout. C'est quoi le message à ce moment-là? Vous êtes capable de surmonter n'importe quelle difficulté du moment que vous avez un élément super avantageux en vous? Reprenons l'histoire des personnages qui veulent devenir millionnaires. Naruto, de base, était censé être le personnage A, donc celui qui part du plus bas possible et qui doit atteindre le sommet en travaillant comme une bête. Mais en possédant Kyuubi et en étant un Uzumaki, ça devient le personnage B, celui qui d'apparence part de tout en bas, mais qui est en fait hyper avantagé. Y a pas tout le monde qui a accès au pouvoir d'un démon à queue, et encore moins du démon à queue le plus puissant. Alors attention, ça veut pas dire que Naruto avait juste à claquer des doigts pour utiliser le pouvoir du démon, loin de là. Mais reconnaissez que dans toutes les situations dans lesquelles il était, Naruto n'a jamais été réellement en danger ou réellement challengé. Dans tous les cas, il avait Kyuubi pour le soutenir au besoin. Naruto aurait techniquement pu exterminer Aku et Zabuza en même temps s'il avait eu un coup de chaud. Vous n'avez pas la possibilité de marcher sur la compétition de la sorte. Naruto, si.
Et le fait qu'il soit capable de faire des trucs impossibles à reproduire est tout sauf inspirant. Je vais le répéter pour qu'on soit bien clair, Naruto était censé nous inspirer parce qu'il partait du plus bas possible, et il était censé atteindre les sommets grâce à ses efforts. Voir un mec partir avec moins d'avantages que nous et dont l'objectif est colossalement supérieur aux nôtres, ça inspire le respect. Voir un mec qui part avec une sacrée avance sur nous, ça inspire pas autant. Alors attention, je suis parfaitement conscient qu'il s'agit uniquement de l'axe puissance de Naruto. Le fait qu'il progresse, qu'il devienne plus fort et qu'il soit capable de vaincre certains adversaires d'apparence trop forts, ça inspire pas tant que ça pour toutes les raisons précitées. Mais si on va au-delà de la puissance, Naruto est un personnage qui inspire grâce à sa mentalité. Jamais, au grand jamais, il n'abandonne. Même s'il fait face à un mur impossible à traverser, il va foncer tête baissée en ligne droite. C'est un personnage dont la motivation est à l'épreuve des balles, et peu importe qu'il s'agisse d'un génie ou d'un raté, d'un mec qui part avec des avantages ou non, Naruto nous pousse à ne jamais abandonner. C'est aussi un personnage fort capable de relativiser les situations les plus compliquées. Il a connu tellement de souffrances dans sa vie qu'il est capable de comprendre les autres. Il n'a pas vu Haku comme un monstre, il a cherché à le comprendre. Pareil pour Gaara, pareil pour Nagato. Bref, Naruto est toujours dans l'écoute et la compréhension d'autrui. Peut-être un peu naïf, mais c'est cette naïveté qui permet à Naruto de ne jamais abandonner quelqu'un, peu importe à quel point il s'enfonçait dans les ténèbres. Et tout ça est magnifiquement bien représenté quand Naruto doit confronter un Naruto-like. Les Naruto-like, comme vous le savez, sont des personnages qui ont connu une vie similaire à celle de Naruto, mais qui ont pris un chemin différent parce qu'un événement s'est produit différemment. Naruto et Haku sont similaires car ils possèdent un pouvoir qui faisait peur aux gens, mais l'un a rencontré un ninja au grand cœur et l'autre a rencontré un ninja à moitié fou qui voulait retourner un pays. Naruto et Gaara sont similaires parce que les deux possèdent un démon à queue et ils ont été exclus de tous. Sauf que Naruto a eu la chance d'avoir des gens pour l'aider, là où Gaara n'a pas eu cette chance. Bref, on pourrait parler des heures de tous les Naruto-like, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, Nagato est le meilleur. Change my mind. Bon, cette analyse est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris que mon but n'était pas de discréditer le personnage de Naruto. C'est clairement un personnage incroyable, tant dans l'écriture que dans les messages véhiculés. C'est un personnage qui m'inspire et c'est un personnage dont la vision positive et chaleureuse donne envie de soulever des montagnes. C'est juste que selon moi, il ne pouvait pas tout véhiculer comme message. On ne peut pas lui donner autant de capacités cheatées et le faire être le représentant des ratés. À mon sens, Rock Lee était celui qui aurait dû représenter le raté. Pas Naruto. La victoire de Naruto sur Neji a carrément moins de sens qu'une hypothétique victoire de Lee sur Neji. Mais bon, Naruto est un personnage qui a travaillé dur pour devenir suffisamment fort pour protéger tous ses compagnons durement acquis. Les liens qu'il a tissés avec le temps sont sa plus grande source de puissance et sa plus grande source de motivation. Et c'est parce qu'il a toujours eu à cœur de suivre son Indo que le gamin détesté de tous est devenu l'homme le plus important de la planète. Qu'il soit un raté ou un génie n'a aucune importance au final. Peu importe son passé, son présent ou son futur, il n'a fait qu'avancer avec sa motivation comme carburant. C'est un personnage qui nous inspire à travailler dur, à ne pas se trouver d'excuses, à protéger les liens qui nous unissent avec tous nos proches et à être toujours dans l'écoute et la compréhension d'autrui. La vérité sur Naruto, c'est que c'est pas juste un personnage de manga, c'est une leçon de vie. Certains seront plus sensibles aux messages transmis par Naruto que d'autres, mais je pense qu'on va tous être d'accord pour reconnaître que Naruto est une influence positive sur nos vies. C'était le mot de la fin. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, des bisous les gens, prenez soin de vous, et je pense très sincèrement que certains mangas devraient s'étudier en cours au même titre que des œuvres littéraires. Death Note, SNK, Boku no Pico, et je pense que Naruto mérite également sa place. Ouais.